Alors, je vais présenter le SIAD rapidement. Donc, c'est une ONG française qui existe depuis 1988 et dont l'objet principal est d'appuyer le développement économique en Afrique subsaharienne. Essentiellement, je pense là m'adresser de manière concrète aux personnes qui souhaitent aujourd'hui se lancer dans un projet agricole au Mali. Pour un projet agricole, dans un premier temps, il faut un terrain pour cultiver. Et la première question, c'est quel droit d'usage j'ai sur mon terrain, puisqu'on a vu des entrepreneurs qui, j'en connais tout récemment, et même je crois qu'il y en a dans la salle, qui ont eu à négocier ces questions de terrain avec la famille, avec le village, avant de pouvoir véritablement s'assurer que s'ils cultivaient, les revenus de leur activité leur reviendraient. Deuxième question primordiale quand on monte un projet agricole, c'est la question du marché. Il faut un marché accessible. Là aussi, j'ai le cas d'un entrepreneur qui a investi. Alors, lui, il était sur une île au milieu du fleuve Sénégal. Et il n'avait pas suffisamment questionné les moyens d'apporter sa production jusqu'au marché. Donc s'acheter une barge et ensuite trouver un véhicule qui accepte de prendre ses marchandises cacaille. Ça peut coûter cher et on peut perdre beaucoup de sa production à attendre l'hypothétique voiture sur le bord de la piste. Donc être sûr que ce qu'on va produire, on va pouvoir le vendre. C'est le deuxième point. Et troisième point, c'est la question de l'eau. Donc un terrain, un marché et de l'eau. On dit que pour faire du maraîchage, par exemple, il faut une source d'eau qui permette d'obtenir donc 60 à 80 mètres cubes d'eau pour arroser 1 hectare chaque jour. Quand on est à côté d'un fleuve, ça pose pas de problème. Quand on est plus éloigné, qu'il y a une mare, il faut s'interroger sur les risques d'assèchement de la mare. Et quand on travaille sur des puits ou des forages, là on a d'autres problèmes importants, notamment en question d'investissement si on veut travailler avec des forages. Il faut savoir où est-ce qu'on va trouver ces semences. Et là, je salue l'initiative du réseau horticole de Caille, puisqu'il travaille à produire de la semence locale en région de Caille, essentiellement sur l'oignon. Ensuite, on va parler de maintenir le taux de fertilité des sols. Il faut s'intéresser à la question de l'accès aux fertilisants, et notamment au premier fertilisant de base, le fumier. Et dernier point concernant les intrants, il faut évidemment réfléchir à la question des maladies. On peut tout perdre très, très rapidement sur un projet agricole, et donc il faut se donner les moyens d'accéder à des produits phytosanitaires de traitement. De tout ça découle qu'il faut des compétences techniques. Et là, je m'adresse aux personnes qui n'ont pas le pied paysan, j'ai envie de dire, et qui souhaitent réaliser un investissement. Je les encourage à s'informer et à se former au moins sur la gestion d'une activité de ce type-là, une activité agricole, mais aussi sur les détails de l'itinéraire technique de ce qu'elle souhaite planter. C'est important pour, à tout le moins, contrôler le travail qui est fait sur son terrain. Jusqu'ici, en théorie, ça ne va pas coûter encore trop cher le produit si on a réussi à trouver notamment un terrain intervenir sur un terrain familial, comme c'est souvent le cas avec les entrepreneurs qui viennent de voir. Derrière ça, quand on souhaite dépasser la parcelle familiale en termes de surface, il faut évidemment réfléchir à la question de la mécanisation du travail sur le terrain. D'abord sur les questions d'irrigation. Nous, on suggère dans un premier temps de se lancer avec l'arrosoir. Ça, pour le coup, ça ne coûte pas trop cher, en étant bien conscient qu'un homme sain de corps ne pourra arroser pas plus que, à mon avis, 500 mètres carrés par jour, et encore sans qu'il ait eu à puiser son eau, qui est un autre exercice important de ce travail. Si derrière on veut aller sur des systèmes d'aspersion ou autres, là il va falloir prévoir un investissement qui peut se monter à plusieurs millions, voire dizaines de millions d'euros sur un terrain, et qui demande encore une fois une maîtrise technique importante. Donc
Quant au goutte à goutte, puisqu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui viennent nous voir en nous parlant goutte à goutte, ce sont des méthodes qui ont fait leurs preuves en certains endroits, notamment du Mali. Là encore une fois, on est plutôt récalcitrant à appuyer l'initiative goutte à goutte, surtout si la personne n'a pas de quoi se le financer en fonds propres, et donc qui risque de s'endetter, parce que ça demande une grande technicité et un professionnalisme important, et donc là, et ça coûte extrêmement cher. Donc c'est un gros investissement dont on n'est pas sûr d'avoir des retombées si on n'est pas extrêmement précautionneux de l'utilisation du matériel. Et la question notamment du goutte à goutte pose la question de l'eau. Il faut une eau suffisamment pure pour ne pas encrasser les réseaux goutte à goutte. Et ça, dans la région de Caille, par exemple, les expérimentations qui ont eu lieu, par exemple, à Yélimané, ont montré que l'eau était, sauf celle puisée, mais celle dans les mares et autres, n'était pas forcément assez pure pour ne pas encrasser les systèmes goutte à goutte. Les matériels d'Exor, on l'a vu avec M. Dion là, sur la question des forages. Il y a des questions communautaires autour du forage. Il y a pour l'entrepreneur aussi des questions de financement. Nous le disons comme ça aux entrepreneurs, si vous devez faire un forage sur votre terrain, faites-le en fonds propres, économisez, parce que la rentabilité de votre exploitation, en théorie, ne permettra pas de, sur la base d'un crédit, rembourser ce type d'investissement. Pour finir, le tour des questions qui se posent quand on veut se lancer dans un projet agricole, il y a la question de la protection, donc n'oubliez pas de protéger vos terrains contre les animaux au travers de grillages par exemple, et contre le vent, les haies vives sont intéressantes. Et puis, en dernier ressort, il y a la question de la gestion. La question de la gestion, quand on est entrepreneur de la diaspora, elle est primordiale. Parce que souvent, on s'imagine, en tout cas au départ, qu'on va pouvoir gérer son projet à distance. Un projet d'entreprise, et notamment quand on a réfléchi la question de l'investissement et qu'on a mis plusieurs millions de francs CFA sur la table, c'est aussi un projet de vie qu'il est souhaitable de voir réussir. Et nous, ce qu'on constate, c'est que très rapidement, les entrepreneurs, à maturer leur projet, le jour où ils se lancent, se disent que ça serait pas si mal s'il était sur le terrain et s'il s'installait là-bas au moins sur la première année pour installer le projet. Ça c'est un temps à voir et donc ça nécessite de s'organiser en termes de vie. C'est aussi après donc instaurer, si on souhaite rester dans une approche d'investissement à distance en restant en France, mettre en place un système de gestion sur les personnes, et être en totale confiance sur les personnes qu'on installe sur l'exploitation qu'on développe et qu'on finance. Et ça, il y a différents process entre personnes qui peuvent s'instaurer. Nous, on est très vigilants à ce que il y ait l'entrepreneur, il y ait cette confiance avec la personne locale et il y ait un droit de regard sur l'exploitation régulier. Ça peut se faire au travers de photos. L'appareil photo qu'on donne à son gestionnaire de terrain est une bonne arme pour se rendre compte du travail qui a été fait sur le terrain. Ça peut être le téléphone, ça peut être... Alors les mails c'est plus compliqué, avec l'état des dépenses et des recettes. Ça peut être aussi avoir un compte en banque pour pouvoir éventuellement regarder depuis la France sur le compte les mouvements. Parce que voilà, on n'est jamais à l'abri de quelqu'un qui voudrait partir avec l'argent. Ce qu'on constate, c'est que quelqu'un qui veut investir au Mali, quelles que soient les filières ou les secteurs, va prendre du temps à le réfléchir, et aujourd'hui on a des gens qui, pour les plus dégourdis, vont prendre 3 ou 4 mois, et pour ceux qui partent de plus loin et qui ont le besoin de plus réfléchir le projet, on a des gens qui passent 2-3 ans à réfléchir leur projet. Dernier point, donc, on arrive à la question du financement. Le SIAD intervient, lui, aujourd'hui sur 2 dispositifs d'appui à la création d'entreprises dans les cercles 1 de Yélimané et 2 de Kéniéba.
dans le cadre des coopérations décentralisées qui sont construites entre Montreuil et Ille-et-Vilaine et le Pas-de-Calais et Kéniéba, et ça en partenariat avec les associations de migrants ADECIF et ARCKF. Et dans le cadre de ces deux dispositifs qui visent depuis 2 ans maintenant avec Ille-et-Vilaine et 1 an avec Kéniéba à former, enfin à identifier et former 10 entrepreneurs en France et 10 entrepreneurs au Mali, beaucoup sont dans des secteurs agricoles, on met en place donc des relations avec les institutions financières à Ille-et-Vilaine et à Kéniéba, donc beaucoup à Caille, pour qu'ils prennent le relais de notre travail d'accompagnement et financent les projets. Aujourd'hui, tout le travail consiste à construire la confiance avec ces institutions financières, mais ce qui implique un crédit et donc un remboursement de crédit. Et donc là, on est bien dans la gestion d'un projet d'entreprise qui doit être rentable et donc qui doit sécuriser tous les éléments dont je viens de parler précédemment. Pour finir et pour conclure, je vous disais qu'on travaillait aussi la logique filière et ça, on écoute aussi pas mal ce que fait le GRDR sur la région de Caille. Et cette logique filière, je pense, doit amener les entrepreneurs qui sont dans la salle à s'interroger sur ces questions, sur ces logiques de filière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des agriculteurs au Mali. Peut-être que demain, vous voulez devenir agriculteur, c'est une chose, mais peut-être que vous pouvez aussi vous interroger sur de quoi ont besoin ces agriculteurs et de comment est-ce que moi, je peux me placer dans la filière pour gagner ma croûte et rendre le travail de ces agriculteurs plus facile. Je pense notamment, là, on a parlé d'irrigation et de système d'exor, qu'une entreprise, et notamment à Ille-et-Vilaine, qui commercialiserait du matériel d'irrigation et qui ferait de la maintenance, serait évidemment la bienvenue. Concernant donc la protection des terrains, par exemple, on finance là tout prochainement, la semaine prochaine, le premier entrepreneur qui crée une entreprise de fabrique de grillage dans le cercle de Ille-et-Vilaine. Donc le cercle de Ille-et-Vilaine, c'est 170 000 personnes, et c'est donc une fabrique de grillage. Il y a peut-être de la place pour d'autres fabriques de grillage, et c'est pas un investissement tellement important que ça à ce niveau-là. On parlait d'accès au marché. Je pense qu'un maraîcher n'est pas forcément, ou un agriculteur n'est pas forcément un commerçant. Et donc, croire qu'on peut tout faire et aller nous-mêmes vendre sur le marché quand on est porteur d'un projet agricole, c'est peut-être se tromper. Il peut être plus intéressant de vendre en bord-champ à des commerçants que d'aller soi-même vendre sur le marché, puisque ça implique des coûts, il faut le transporter, il faut du personnel pour le vendre, pour le stocker, il faut payer les coûts de stockage. Et donc là aussi, vous qui souhaitez investir, voyez voir comment est-ce que vous pouvez vous positionner sur le stockage, par exemple. Il y a des besoins à ce niveau-là dans les cercles, notamment de la région de Caille, et sur le transport et la commercialisation. Devenir commerçant de fruits et légumes sur les marchés ou dans la sous-région, là aussi, je pense qu'on peut gagner sa vie. Je suis née au Mali, dans une région agricole caractérisée par la pêche, l'élevage et le commerce de produits locaux sur les marchés, tout simplement. C'est ainsi que j'ai pris passion du domaine et l'étudier. Et aujourd'hui, je suis consultante au sein de Africa Grenier du Monde, qui œuvre pour la promotion de l'entrepreneuriat agricole, le développement de l'agrobusiness responsable et de l'agribusiness responsable. Quand on parle d'agrobusiness, ça fait un peu peur. On voit tout simplement l'exploitation et les multinationales, le profit. Je vais essayer de tirer un mot dans l'agrobusiness qui est vraiment l'agroalimentaire, qui est une multitude de procédés, de méthodes et de normes qui transforment les produits alimentaires en partant de la matière première pour donner une longue vie, tout simplement dans le but d'assurer la sécurité alimentaire. Donc là, je rentre dans ma problématique. Et en rentrant dans la problématique, je me pose quand même une question qui est de savoir quelle est aujourd'hui
le secteur de l'agroalimentaire au Mali. Et je vais aller plus loin en parlant de l'Afrique subsaharienne, parce que c'est pareil, c'est la même population et la même problématique. Nous sommes quand même face à la malnutrition en Afrique subsaharienne, notamment au Mali, la faim, l'inflation, la croissance démographique et les crises politiques. Tout simplement, en Afrique de l'Ouest, d'ici 20 à 30 ans, la population dépassera les 2 milliards d'individus et la problématique qui se pose, c'est comment nourrir cette population. Et dans ce secteur d'agroalimentaire, les pays sont de plus en plus dépendants de l'importation grâce à la facilitation de la libre-échange des matières premières. Notamment au Mali, on peut rencontrer des fruits et légumes venus du Maghreb. Pour moi, c'est juste inadmissible parce que le pays dispose des ressources nécessaires. En plus de ça, les ménages en Afrique de l'Ouest font face à plusieurs problématiques, des difficultés comme l'alimentation, la santé, l'éducation, la formation, l'hygiène, l'accès à l'eau et l'assainissement. Et cependant, malgré ces constats, on sait tous que les États d'Afrique de l'Ouest, les États d'Occident, ainsi que les ONG et autres institutions, que ce soit étatiques ou pas, essayent quand même de mettre des formes d'assistance alimentaire sur place, plus diversifiées, mais pour quels résultats? Parce qu'on ne le voit pas, généralement. Parce que les pays souffrent toujours d'une crise alimentaire. Au Mali, on peut caractériser le secteur de l'agroalimentaire par juste quelques pôles d'activité qui sont très peu, qui sont notamment la pêche, la foresterie, les oléagineux, qui sont tout ce qui est arachide, les sésames, le karité, huile de coton, les céréales, riz, maïs, soja, et une partie horticulture, qui est les mangues, les pommes de terre, échalotes, etc., etc. Après, il y a toute une partie bétail et produits associés, qui sont les bovins, les cuirs. Je m'arrête là. Une partie aussi, tout ce qui est intrants agricoles, les semences et les engrais. Juste un rappel, dans ce secteur, les bovins représentent le 3e produit d'exportation après l'or et le coton au Mali. Et ce matin, le représentant du gouvernement entre guillemets, du Mali, qui travaille au consulat, nous a rappelé que l'agriculture représente 44% du produit intérieur brut du Mali. En termes de force, nous avons quand même des matières premières de très très bonne qualité, je le souligne. En termes de faiblesse, on n'arrive pas à exploiter ces matières premières. L'année dernière, j'ai échangé avec le représentant de la Chambre de l'agriculture du Mali, qui m'a souligné que sur 100% des recettes agricoles du Mali, plus de 80% sont destinés à des déchets. On ne sait pas quoi en faire. Les produits pourrissent sur les marchés, tout simplement. Ou les mangues pourrissent sur l'arbre. En termes de force, on a quand même une main-d'œuvre dynamique et très jeune. Comme faiblesse, elle n'est pas compétente. On a un gros problème de formation. Au Mali, on n'a qu'une école qui forme les agronomes et pas du tout les ingénieurs spécialisés dans tout ce qui est transformation des produits agroalimentaires. On a aussi des terres vastes et très fertiles, notamment l'Office du Niger au Mali et d'autres régions très agricoles. Et en termes de faiblesse en face, l'agriculture est toujours vivrière. Le paysan cultive juste pour sa production, pour sa consommation familiale et aller vendre une partie sur le marché sans tenir compte des risques qui sont toujours naturels, sécheresse, inondation, etc. L'opportunité principale aujourd'hui, c'est vraiment la diaspora malienne qui est là.
on est acteur, on doit être acteur du développement pour ce secteur qui est juste indispensable pour assurer la croissance économique du pays et assurer une sécurité alimentaire. Il s'est avéré que chaque minute qui passe, un enfant de moins de 10 ans meurt. Tout simplement, il est sous-alimenté. Et actuellement, les études ne sont pas faites, mais je m'aligne sur ma pensée. C'est que beaucoup d'adultes d'Afrique de l'Ouest meurent actuellement aujourd'hui sous forme de cancer. Tout simplement, c'est dû à la mauvaise alimentation. Et en termes d'opportunités, toujours, le développement de ce secteur pourrait créer de l'emploi et toujours lutter contre la pauvreté. Et on pourrait aussi développer toute la partie développement du commerce local, national et avec une vision, pourquoi pas, internationale. En termes de menaces, que je vais développer, c'est vraiment les facteurs de risque. Les facteurs de risque, on en a plusieurs en Afrique de l'Ouest, que ce soit les risques politiques, les risques liés aux facteurs clés de développement, que ce soit socio-économique ou environnemental. Et enfin, ça sera quand même notre croissance démographique. Le peuple, la population s'agrandit, mais la population n'est pas compétente. Et c'est à la fois une opportunité et en même temps une menace. Je m'en vais vous donner des recommandations à la salle pour le développement du secteur de l'agroalimentaire. Dans un premier temps, la diaspora dans la Constitution, on peut être tout simplement acteur pour développer des filières. Ce matin, on a évoqué les filières. En France, je ne pourrais pas vous dire combien de filières le secteur de l'agroalimentaire compte aujourd'hui. Il y en a beaucoup. On a aussi des industries qui sont tout à fait développées. Mais par contre, dans ces filières, il y a 4 grands pôles qui les caractérisent tous. C'est vraiment toute la partie production, transformation, commercialisation et la consommation. La diaspora peut être acteur en se positionnant sur l'ensemble de ces pôles, en développant des activités pour créer de la valeur ajoutée sur le secteur. En même temps, j'invite aussi la diaspora à être plus dans l'action, penser à entreprendre. Entreprendre, mais penser à innover. Pourquoi j'ai dit cela? L'exemple est simple. En discutant en France, ici, avec un incubateur Nord-Sud, il m'a tout simplement dit, les étudiants Bac plus 5 viennent nous voir toujours avec des projets. Ils nous disent, dans notre pays, cette entreprise marche, il fait ci, je vais exactement faire la même chose. Et ça, c'est dommage. Au Mali, on voit l'inondation avec les élevages de poules. On voit que M. Traoré a fait la même chose, M. Keïta Sangaré Cissé, l'année plus 2, tout le monde va s'y mettre. Le marché sera envahi et personne ne réfléchit à innover. Le fait qu'on vit ici, on sait très bien que dans les rayons du centre commercial, on va quand même acheter nos produits emballés. Pourquoi ne pas réfléchir à une nouvelle méthode ou même concept d'emballage de produits et le vendre autrement, tout simplement apporter des innovations pour créer de la valeur ajoutée et créer de l'emploi. En même temps, la diaspora peut être acteur aussi dans toute la partie valorisation des produits. Les produits qui sont transformés en Afrique ne sont pas du tout valorisés. C'est pourquoi ils n'arrivent pas à pénétrer le marché international. Non seulement ils ne sont pas valorisés, ils ne sont pas normalisés. La valorisation, c'est toute la partie marketing, communication, packaging. Les multinationales arrivent à faire du chiffre en Afrique, mais les produits africains qui sont transformés en Afrique n'arrivent pas à faire des chiffres. Pourquoi? Tout simplement, les multinationales arrivent à développer tout en méthode, à développer des outils de marketing adaptés à leurs produits et ils arrivent à faire du profit.
Donc il est possible de le faire avec des produits locaux transformés en Afrique. Pour finir, comme recommandation pour la salle, je m'en vais dire qu'aujourd'hui il y a 100 Maliens qui est là. Je dis n'importe quoi. Et ces 100 Maliens, si on arrive tous à mettre 100 € sur un compte, ce qui fera 10 000 €. Si je ne suis, ce qui fera 10 000 €. Et ces 10 000 € en se fixant sur la compétence d'Inagrim, il est possible en France de soulever des fonds à 100 000 €, 200 000 €, établir un business plan en pensant aux produits de consommation de base que les Maliens consomment. On sait qu'au Mali, sur 10 familles, à midi, toutes les Maliens vont consommer de la tomate concentrée pour faire les sauces. Et la tomate, au Mali, pendant 4 mois, on a de la tomate. Avec 1 €, on a plus de 10 kilos de tomates. Donc on peut juste penser à ces petits projets pareils et mettre des produits en marché pour créer de la valeur ajoutée. Il faut qu'on se fasse confiance et qu'on arrive à travailler ensemble. Donc la première recommandation que je m'en vais les faire, c'est vraiment la création d'une école technique dans la maîtrise des procédés de transformation, de commercialisation et de normalisation des produits agroalimentaires. La matière première, on en a suffisamment. On ne sait pas quoi en faire. Si on n'a pas les compétences, on ne pourra jamais s'en sortir. Et dans un deuxième temps, ce sera la mise en place des outils pour valoriser les produits locaux. Et en pensant à étudier le cycle de vie des matières premières que les multinationales achètent toujours chez nous à l'état brut. Tout simplement, les produits qui sont achetés à l'état brut ont l'équivalent de cette bouteille que je vais mettre à la poubelle. Donc le produit n'est pas valorisé. Je prends l'exemple de la gomme arabique actuellement qui est indispensable pour l'industrie agroalimentaire, la pharmacie, l'automobile, la cosmétique, etc., etc. Et je pense qu'on en a tous utilisé la gomme arabique ce matin sans le savoir. Tout simplement, on a utilisé du gel douche. Et la gomme arabique, la meilleure qualité vient de l'Afrique. Et tous les multinationales qui s'approvisionnent, ils l'achètent à l'état brut. Pourquoi ne pas étudier le cycle de vie de ce produit pour savoir où va le produit, pour essayer de mettre des usines chez nous, le transformer sur place, ainsi créer de la valeur ajoutée, ainsi créer de l'emploi, le vendre plus cher et faire du profit tout simplement. Et pour finir, comme recommandation à l'État, ça sera une dernière qui est la mise en place des entreprises d'agro-industrie, mais étatiques. Étatique qui va sortir le mot éthique, tout simplement des petits projets. Quand je dis des petits projets, ne pas dépasser 200 000 ou 300 000 € d'investissement. Et penser à transformer des produits que les Maliens utilisent tous les jours dans leur consommation du quotidien. Parce que tout ce qu'on utilise pour notre consommation du quotidien, plus de 50%, c'est des produits importés. Même le sel au Mali, souvent, c'est importé. Je finirai par je dirais plus, proverbe ou citation que nos parents nous disent tout le temps. C'est « aide-toi, le ciel t'aidera ». C'est à nous de développer ce secteur. C'est à nous d'être acteurs pour créer de la valeur ajoutée. Juste pour dire que, comme le corps s'accroît par les aliments, notre esprit s'accroît par des idées. Donc, échangeons nos idées, ne soyons pas seuls, essayons de travailler ensemble pour essayer de développer ce secteur qui est juste indispensable pour notre survie. Et quelles sont les principales orientations de la loi de l'agriculture et de la loi agricole envers la diaspora malienne en France? La loi d'orientation qui a été votée en 2006. Quels sont les avantages et les inconvénients de la loi d'orientation de l'agriculture et pour nous, les diasporas, en termes de cadre culturel et les productions, et les facteurs de production, les statuts des exploitants agricoles et les agriculteurs?
La loi d'orientation agricole LOA formule sur du long terme le développement et la promotion du secteur agricole durable, moderne et plus compétitif, en se basant sur l'exploitation de l'agriculture familiale. Je pense que l'intervention que j'ai faite aujourd'hui, en parlant de toute la partie valorisation des produits, la compétitivité face aux produits importés, rentre dans cette loi en fait. Donc, pour la diaspora malienne est un acteur comme le Malien lambda qui se trouve au Mali. Vous avez les mêmes opportunités et les mêmes menaces face à cette loi. Il suffit juste, la loi c'est juste sur écrit. Il faut avoir l'idée des projets et rentrer à développer son projet et avec des plans d'action pour le mettre en place. Quelles sont les démarches à faire au niveau des autorités maliennes sur place pour pouvoir monter un dossier ici? La validation de la terre acquise au village là-bas. S'il y a des papiers, s'il y a des démarches à faire au niveau de l'administration malienne pour avoir des papiers administratifs de la terre conquise. Quelles sont les démarches à faire pour avoir un dossier validé ici? Je pense qu'en France, ici, vous avez beaucoup de structures qui sont compétentes pour la mise en place des projets qui vous accompagnent depuis la rédaction du business plan, la recherche de financement, même pour vous former, pour aller mettre ce projet en place. Et une fois arrivé au Mali, je sais que l'ANPE Mali suit quand même des porteurs de projets, que ce soit au Mali ou des jeunes de la diaspora partant au Mali avec leurs projets. En plus de l'ANPE, vous avez beaucoup de structures qui font la même chose. Il suffit juste de chercher sur Internet. Je pense que sur Google, il y a beaucoup d'informations sur ça. Au nom du Haut Conseil et de la communauté malienne de France, nous disons merci à l'UNAGRIM pour avoir ciblé un domaine très important dans le domaine de l'économie malienne, à savoir l'agriculture. Il est vrai que l'agriculture est un potentiel énorme pour notre pays, qui jusque-là, malgré que nous sommes tous en tout cas la grande majorité, en ce qui concerne l'immigration malienne en France, la majorité, on est tous du monde rural. Et on a beaucoup investi, c'est vrai, dans les domaines, dans les infrastructures socio-sanitaires. Et nous savons aussi que le tournant de cette immigration, c'est dans les années de grande sécheresse, qui a vu que l'agriculture ne nourrit plus son monde. Et c'est à partir de là que, en tout cas, l'immigration s'est beaucoup amplifiée. Mais je pense effectivement que ces domaines-là, nous ne sommes pas tellement intéressés, à vrai dire, sur les questions de l'agriculture. Parce qu'on aurait dû comprendre que nous sommes venus en France, en majorité, parce que nous sommes dans une zone où l'agriculture ne nourrissait plus l'homme. Et que devons-nous faire pour vraiment adapter notre agriculture aux conditions locales? Je ne pense pas que c'est seulement un problème de moyens, c'est aussi une question de prise de conscience. Et c'est ça aussi l'intérêt de l'INAGRIM, d'avoir attiré, en tout cas su attirer l'attention que si nous voulons vraiment nous développer, la sécurité alimentaire est indispensable. Si nous voulons nous développer, nous ne pouvons pas ne pas mettre au travail 70% de notre population. Parce que 70% des Maliens sont dans le domaine agricole. Et je pense que si on s'intéresse bien à ces domaines-là, les migrants, en essayant de réorienter leur activité de plus en plus vers le secteur agricole, qui est l'immense potentiel pour le Mali, parce que nous savons que le Mali dispose de terres et surfaces arables très importantes, mais aujourd'hui qui ne sont pas mises en valeur. En tout cas, cette interpellation, nous la jugeons à sa juste valeur. Le Haut Conseil apportera tout son aide, tout son appui sur l'accompagnement. C'est que pour que demain, l'agriculture fasse partie aussi de nos préoccupations quotidiennes
en termes de développement. En tout cas, moi, je pense aussi que ces forums, il est important. Et nous espérons qu'au sortir de ces forums, il sortira des recommandations pertinentes qui pourront servir, en tout cas, de références, en tout cas pour les migrants, mais aussi pour l'État malien, afin que, dorénavant, nous ne disions pas, on ne savait pas que l'agriculture pouvait aussi être un levier important pour le Mali, pour l'Afrique, parce qu'il faut se dire que dans les années 80, la Banque mondiale avait fait un rapport en disant si le Mali avait suffisamment investi, ne serait-ce qu'une partie de l'aide au développement dans le domaine de l'agriculture, elle pouvait nourrir toute l'Afrique occidentale. Donc c'est dire quand même qu'on a vu l'Office du Niger et d'autres régions du Mali qui ont un potentiel énorme. Et nous sommes tous d'accord sur un sujet, tous les Maliens veulent le développement du Mali. Alors si nous voulons le développement du Mali, mais saisissons les opportunités du Mali. On ne peut pas développer les pays si on ne met pas en valeur les atouts, les opportunités qui s'offrent à ces pays-là. Et je pense que nous partageons tous que l'agriculture est l'un des atouts pour le Mali et nous devons tous réfléchir, nous mettre en ordre de bataille pour que, en tout cas, l'agriculture puisse jouer son rôle de moteur dans le développement du Mali. En tout cas, ce que je voulais dire, je ne suis pas un expert de l'agriculture, mais en tout cas, tous les experts sont d'accord que le Mali devait mettre en valeur son agriculture pour sortir de la pauvreté. Et cela, nous la partageons. Comme je l'ai dit, merci à l'INAGRI, et merci aux hommes et femmes qui ont voulu faire le déplacement. Merci à Hassan John, à tous les experts. Hassan qui est quelqu'un qui travaille beaucoup dans la vallée du Sénégal, qui est du GRDR, avec les GRDR. C'est un jeune qui a fait beaucoup de travaux dans le domaine des réalisations des micro-barrages qui ont montré leurs preuves dans cette partie du Sahel occidental. Merci beaucoup.